Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur des campagnes de la France Insoumise. On vous connaît aussi pour avoir été le directeur de la campagne de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. On va revenir sur l'actualité de la France Insoumise, mais d'abord, quel autre regard est-ce que vous nous proposez aujourd'hui ? Le regard d'un citoyen engagé qui en même temps est lucide sur la situation politique, sur les coups que prennent aujourd'hui les Français face à ce gouvernement, et donc qui cherche à trouver les moyens, les ressorts dans la société qui permettent de changer tout ça. Je pense que c'est aussi le regard d'un citoyen qui est engagé dans la construction d'une offre politique nouvelle qui s'appelle la France Insoumise, qui est sans doute pas parfaite, mais qui, je pense, a redonné des raisons d'espérer à un certain nombre de Français. Alors, en parlant de construction, Pierre Laurent a lancé hier un appel au rassemblement pour des listes européennes avec Benoît Hamon. Et vous, la France Insoumise, que lui répondez-vous ? Moi, je ne réponds pas spécialement à Pierre Laurent, mais il y avait effectivement le lancement du mouvement de Benoît Hamon ce week-end. Et la question des européennes pose la question de la stratégie européenne. Et vous savez que nous, dans notre programme L'Avenir en commun, la France Insoumise, on a développé cette idée d'une stratégie plan A, plan B, c'est-à-dire pour en finir avec des discours qu'on entend depuis quand même 20 ans aujourd'hui, qui est de dire de toute façon il faut changer l'Europe, faut faire l'Europe sociale, tout ça, et qui au bout d'un moment sont plus entendus par les Français parce qu'on nous a promis ça à chaque élection européenne et ça n'a jamais été fait. Donc nous on a posé la question de la nécessité d'un rapport de force avec le plan A, plan B, c'est-à-dire l'idée qu'il faut une arme dans la négociation. Je pense que c'est autour de cette question-là que peut se construire un rassemblement. Mais il y aura des discussions ? Il va falloir que chacun éclaircisse ses positions vis-à-vis de cette stratégie européenne. J'ai entendu Benoît Hamon a dit une phrase intéressante ce week-end. Il a dit il faut qu'on mesure, je cite, à quel moment on reste et à quel moment on doit sortir du jeu. Il a utilisé cette expression. Donc si c'est un pas vers cette stratégie du plan B, je trouve que c'est une bonne nouvelle et ça permettra d'envisager des échanges. Oui. Sur la stratégie électorale comme sur la ligne politique, d'ailleurs, j'ai compris que ça reposait sur l'avenir en commun, mais est-ce que les sympathisants, les militants de la France Insoumise seront consultés sur des accords de liste avec d'autres formations politiques ? De toute façon, c'est assez clair que d'abord, ça va être le rapport au programme. Est-ce que cette stratégie plan A, plan B fait accord ? Nous, c'est sûr que s'il y a un point sur lequel on ne transigera pas, c'est celui-ci, parce que la question européenne, elle est centrale aujourd'hui. Après, nous, on a dit que dans la France Insoumise, les grandes orientations politiques, stratégiques, elles se prenaient par des votes sur la plateforme. Donc ça sera le cas si on a le sentiment qu'il y a une décision décisive, stratégique qui doit être prise. Après, puisqu'on discute de ce sujet, je crois qu'il faut avoir un regard lucide sur la situation. Aujourd'hui, si vous additionnez les étiquettes de ceux qui se revendiquent entre guillemets de la gauche, ça fait 35% des voix. Or, quand on est dans une perspective majoritaire, vous devez poser la question de savoir comment vous allez à 50. Et c'est la preuve et c'est ce qu'on a dit pendant la campagne, qu'il ne suffit pas d'additionner des étiquettes, mais que la question c'est comment on engage des perspectives mobilisatrices qui créent des dynamiques populaires. Vous appelez toujours d'ailleurs les communistes, les sympathisants du mouvement de Benoît Hamon à vous rejoindre au sein de la France Insoumise ? Il y a une diversité, elle est la bienvenue. Nous, ce qu'on a toujours dit, c'est que la France Insoumise n'avait pas vocation à être un parti et que c'était plutôt une sorte de label commun dans lequel pouvaient se retrouver des militants communistes, des militants d'ensemble, des militants d'Europe Écologie Les Verts, et qu'on ne leur demandait pas de déchirer la carte de leur organisation politique pour être membre de la France Insoumise. D'ailleurs, aux élections législatives, il y avait un certain nombre de candidats encartés au Parti communiste qui étaient candidats sous l'étiquette France Insoumise, comme il y avait des candidats encartés Europe Écologie Les Verts qui étaient candidats France Insoumise. Donc c'est pas une arrogance de dire venez nous rallier, c'est de dire pour qu'on soit efficace, il faut qu'on soit cohérent, et pour être cohérent, on a une étiquette, un label qui est bien identifié aujourd'hui, c'est le label de la France Insoumise, et ceux qui veulent le rejoindre sont les bienvenus. Et à l'échelle européenne, puisque a priori la volonté de votre volonté, c'est de créer Europe Insoumise, qui sont vos partenaires européens ? Je pense qu'il y a des échanges intéressants avec Podemos, il y a des perspectives intéressantes dans le bloco au Portugal, il y a en Grèce du mouvement autour de Zoé Constantopoulou, il peut y avoir... Die Linke en Allemagne par exemple ? Sur Die Linke en Allemagne, il ne faut pas raconter d'histoire, on sait que Die Linke est un mouvement avec des positions et un spectre assez divergent entre l'ancien parti communiste de l'Allemagne de l'Est qui est sur une ligne assez réformiste, assez compatible avec la social-démocratie, et des courants autour de Oscar Lafontaine qui sont sur une ligne un peu plus radicale. Si c'est ce courant-là qui l'emporte dans Die Linke, bien évidemment, ça serait un partenaire intéressant. Pardon de revenir sur la question du rassemblement, mais c'est Jean-Philippe Gautret, le maire Front de Gauche, et il tient à l'étiquette Front de Gauche de Fontenay-sous-Bois qui vous la pose. Il vous demande ce que vous pensez de l'avenir du rassemblement de la gauche. Vous y avez pour partie répondu, mais finalement, est-ce qu'au-delà des échéances électorales, un rassemblement est encore possible ? D'abord, au-delà des échéances électorales, dans les mobilisations
quotidienne contre les mauvais coups de M. Macron, par exemple, c'est clair que c'est non seulement possible, mais c'est en plus souhaitable et nécessaire, et ça ne doit pas être qu'un rassemblement d'organisations politiques, c'est ce que nous on a dit dans la bataille sur les ordonnances, c'est un rassemblement qui doit faire tomber les frontières artificielles entre le monde politique, le monde syndical, le monde associatif. Par exemple, nous, la France Insoumise, on a proposé le 11 mars prochain de faire une votation citoyenne sur la sortie du nucléaire à l'occasion de l'anniversaire de Fukushima. Nous, on dit au mouvement de Benoît Hamon, mais on dit aussi aux associations engagées sur le sujet, aux organisations syndicales qui sont pour la sortie du nucléaire, venez co-organiser ça avec nous. Donc sur des sujets concrets de riposte ou des sujets de société, ce rassemblement et cette unité est nécessaire. Mais après, il ne faut pas mal comprendre ce que dit la France Insoumise sur le sujet. Ce qu'on dit, c'est on a vu qu'il ne suffit pas d'additionner des étiquettes pour créer des dynamiques. Bon. Et si vous voulez créer des dynamiques, vous ne le faites pas par des accords sur le plus petit dénominateur commun qui finalement se fait au détriment de la crédibilité, de la lisibilité de l'offre politique. D'ailleurs, je ne sais pas si on va en parler. La Corse, il n'y avait pas de lisibilité pour vous? Mais clairement. Il n'y aura pas d'élu de gauche non plus d'ailleurs, visiblement. Oui, mais clairement, si on regarde la Corse, bon, la liste là-bas n'était pas soutenue par la France Insoumise officiellement. Qui soutenait la France Insoumise finalement alors? La France Insoumise n'avait pas de liste en place, notamment parce que, c'est ce qu'on regrette, parce que on a tout de suite été embarqué dans une aventure d'un rassemblement sans lisibilité et qui s'est fait au détriment de la possibilité de construire une offre politique réellement nouvelle en Corse qui tient compte des aspirations autonomistes. Nous, ce qu'on a dit, ça peut surprendre parce qu'on est plutôt de tradition jacobine, on va dire. Ce qu'on a dit, c'est si on a une chance en Corse, c'est que le mouvement autonomiste est justement guidé par les autonomistes, pas par les indépendantistes. Donc on a des partenaires pour une discussion, pour avoir une Corse dans la République française et pour éviter de se retrouver dans une situation, une montée des tensions, des rapports de force, se retrouver dans une impasse qu'on ne peut plus résoudre. Il faut engager le dialogue. Et engager le dialogue, ça a nécessité par exemple d'avoir une offre politique qui tienne compte de ces aspirations autonomistes. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas et on a vu que ça n'additionnait pas les scores de la France Insoumise. Mais quand même en Corse, le dégagisme, c'est Simeoni, bravo, a déclaré Jean-Luc Mélenchon. Vous n'avez pas soutenu la liste Corse Insoumise, vous l'avez dit, et vous semblez soutenir vos adversaires d'hier. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre ce que j'ai essayé de vous dire là, c'est-à-dire quand on est une force politique qui veut exercer le pouvoir, on doit tenir compte des réalités qui s'expriment. Et les réalités qui sont exprimées notamment aux élections législatives, c'est que le mécontentement populaire, la contestation des politiques mises en place, elle s'exprime par le biais de l'offre autonomiste. On peut le regretter, mais on est obligé d'en tenir compte. Il y a, si vous voulez, une expression et une revendication de la souveraineté qui, quand elle ne peut pas se faire à l'échelle nationale, parce que le pouvoir qui l'a emporté, c'est la petite oligarchie qui dirige tout, et bien forcément elle s'exprime par d'autres biais, par d'autres voies. Et vous devez entendre les revendications populaires pour essayer de les traduire et de les exprimer par une proposition qui soit progressiste. Vous ne pouvez pas faire comme si tout ça n'existait pas et rester enfermé, camper sur vos certitudes et ne pas parler à ces... Ça veut dire que les 3 députés indépendantistes de l'Assemblée nationale pourraient travailler avec vous au sein du groupe de la France Insoumise? Ça veut dire qu'on n'a pas le choix, nécessairement, il faut engager un dialogue avec eux. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on est d'accord avec tout ce que font les autonomistes et avec toutes leurs revendications, mais il faut tenir compte de cette réalité. Réfléchir, il y a un partenaire possible pour avoir une discussion et un dialogue constructif sur la place de la Corse dans la République française. Il faut le faire avant qu'il soit trop tard, parce que si les autonomistes ne trouvent pas d'interlocuteur, alors ça sera une radicalisation de leur point de vue et c'est les vrais indépendantistes qui vont prendre la main en Corse. Alors je l'ai dit, vous êtes directeur des campagnes de la France Insoumise. En quoi ça consiste, Manuel Bompard? En fait, la France Insoumise est un mouvement qu'on a appelé polycentrique, c'est-à-dire avec plusieurs espaces nationaux d'animation du mouvement. Dans ces espaces-là, il y a un espace qui s'appelle la coordination opérationnelle, qui finalement prend en compte l'organisation concrète, pratique des campagnes qui ont été décidées, par exemple, par le vote en ligne de tous les signataires. Donc directeur des campagnes, c'est finalement une tâche de coordination de cette équipe opérationnelle pour mettre en place, organiser un événement comme la Convention ou comme la marche du 23 septembre, coordonner les groupes d'action de la France Insoumise qui sont partout sur l'ensemble du territoire. On va dire que c'est un rôle de coordination de l'activité concrète du mouvement dans un espace qui n'est pas le seul espace d'animation du mouvement. Il y a aussi le groupe parlementaire, un espace sur le programme, un espace politique. Tout ça n'est sans doute pas parfait, mais on essaye de construire une forme d'organisation nouvelle. Alors les échéances à venir vont être nombreuses sur le terrain social. Il y a la réforme du chômage, les retraites, la formation professionnelle, la réforme de l'université. La mobilisation peut encore prendre, selon vous? Justement, les campagnes que vous allez mettre en place peuvent servir à ça, à sensibiliser toujours plus? Je pense qu'il y a plusieurs, si vous voulez, pour résumer le rôle, on va dire, de la France Insoumise, je crois, dans les prochains mois, les prochaines semaines, c'est un travail d'opposition.
on a réussi, et je crois que c'est une bonne chose, à s'emparer du drapeau de la première force d'opposition. C'est une bonne chose parce que ça éclaire finalement pour les Français les alternatives qui s'offrent au pays, entre ce qu'on peut résumer par la politique du chacun pour soi d'Emmanuel Macron et ce que nous on appelle, on va dire une politique du tous ensemble, quoi, de la France insoumise. Donc il y a un rôle d'opposition. L'idée des campagnes, c'est de montrer que la France insoumise, c'est pas qu'une force d'opposition, c'est aussi une force d'alternative, une force qui a vocation à proposer un projet alternatif pour le pays. Et on essaye de montrer qu'on n'est pas uniquement sur des batailles de résistance, et on peut aussi essayer de mener la bataille pour l'hégémonie culturelle autour d'un certain nombre de nos idées, de nos propositions. Là, c'est la lutte contre la pauvreté, c'est la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, c'est la sortie du nucléaire et l'émergence des énergies alternatives. Donc, je ne mettrai pas les deux exactement sur le même plan, mais clairement, il y a des nouvelles batailles qui s'ouvrent. Et est-ce que ça peut encore prendre? C'était ça votre question. Je crois que oui. Mais je pense qu'il faut qu'on arrive à construire une sorte de front de résistance qui une bonne fois pour toutes, abatte les frontières qui séparent d'un côté l'activité politique, l'activité syndicale, l'activité associative. Je crois que c'est ça qui est à l'ordre du jour. De ce point de vue-là, l'ampleur des coûts qui nous sont donnés, elle force à rompre un peu avec les schémas préexistants. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a essayé de faire. Pour l'instant, force est de constater qu'on n'a pas réussi. Mais voilà, on garde espoir que ça fonctionne. Je me permets de réagir justement sur ce que vous venez de dire, sur ce que finalement Jean-Luc Mélenchon a appelé la désunion des forces politiques, des forces syndicales, pardon, justement, qui seraient pour partie responsables de l'échec de la mobilisation sociale de cet automne. Et pourquoi ce qui est vrai pour les syndicats, c'est-à-dire cette désunion, ne le serait pas pour les forces politiques? Mais sur les forces politiques, nous, on ne théorise pas le fait qu'il ne faudrait pas d'union ou d'unité. Et ce que nous disons, c'est que, je vais répondre à votre question, mais ce que nous disons, c'est que ça doit se faire autour d'une offre politique qui a une clarté, une lisibilité. Sinon, au bout d'un moment, les gens sentent que ça sent l'embrouille et c'est pas bon. L'avantage sur la question de la riposte aux politiques gouvernementales, c'est que les objectifs ils sont clairs et déterminés. Vous pouvez construire un front qui était par exemple sur le retrait des ordonnances. Là, il n'y a pas d'ambiguïté sur le fond. Mais est-ce que le fait que la mobilisation ne prenne pas, c'est pas justement parce qu'il n'y a pas une offre cohérente, globale en face? Non, moi je crois qu'il faut être lucide. Ça a beaucoup été reproché à Jean-Luc Mélenchon. Je crois qu'il a eu raison de dire que pour l'instant, Macron avait le point. Pourquoi? Parce qu'il faut être lucide sur la situation. Il y a un paradoxe, une contradiction. La réforme des ordonnances, elle est minoritaire très largement dans la population. Toutes les enquêtes d'opinion le montrent. Et en même temps, il n'y a pas de mobilisation qui permet de lui faire échec. Et donc, on doit réfléchir collectivement, se poser les questions des raisons qui font qu'on n'a pas réussi à cette mobilisation. Nous, on pense que c'est dû en partie à la désunion syndicale, en partie à l'incapacité de dépasser une opposition entre le monde politique, le monde associatif, le monde syndical, en partie aussi sur les stratégies de lutte qu'il faut interroger et remettre en cause. Quand vous avez des Français qui ont de plus en plus de mal à atteindre la fin du mois, bon, 2, 3, 4 journées d'action en semaine, au bout d'un moment ça pose question. C'est pour ça que la proposition de Jean-Luc Mélenchon, c'était de dire on se met tous d'accord sur quelque chose, un objectif clair, concret, ça répond à la question de l'unité, qui est une grande marche, une manifestation, un week-end, tout le monde peut venir, qui est une manière de, par le nombre, créer un rapport de force avec le pouvoir. Et ça, malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Une dernière question, Manuel Bompard. Thomas Guénolé, membre de la France Insoumise que l'on recevait il y a 2 semaines dans la demi-dinale, a déposé une plainte au CSA contre France 2 pour dénoncer les faux invités lambda, selon France 2, qui étaient pour vous des contradicteurs très politiques lors de l'émission politique de jeudi dernier. Pourquoi aller sur le terrain judiciaire? Parce que tous les terrains sont bons pour mettre à bas le poids du système médiatique. Aujourd'hui, plus qu'avant, je crois, le système médiatique joue un poids dans la société très fort. Et nous, depuis la rentrée de septembre, on a l'impression que clairement, on les a sur notre route. Quand vous menez une bataille politique, vous la menez sur tous les terrains. Et clairement, le fait de... je n'ai pas utilisé les termes de Manuel Valls, mais ce que j'allais dire rendre gorge, mais c'est un peu fort, mais faire mettre pied à terre au système médiatique, c'est nécessaire parce que je pense que ça vaccine les citoyens contre ce qu'ils entendent à la télévision, à la radio. Donc le terrain judiciaire, c'est pas le seul, mais il n'y a pas d'instance de régulation où vous pouvez vous plaindre aujourd'hui sur ce sujet. Quand vous saisissez le CSA, bon, et quand France 2 coupe un reportage qui est une manipulation, c'est pas une erreur, c'est une manipulation grossière de venir rajouter des applaudissements, on a le droit à l'erreur, à l'excuse. Non, il faut qu'il y ait des sanctions à un moment. Les médias ont une place trop importante dans la société aujourd'hui pour qu'ils puissent agir de cette sorte en toute impunité. Et quand vous voulez transformer la société, vous devez vous attaquer à toutes les forces qui sont sur votre chemin, y compris la force médiatique.
Merci beaucoup Manuel Bompard. Demain, je recevrai Claude Issiard, l'animateur de radio, s'est fait le porte-voix du combat contre l'esclavage organisé en Libye. Il a organisé aussi une marche à Paris il y a quelques semaines. On lui demandera où en est la mobilisation et on fera aussi un point de situation. Vous avez une question pour lui? Ah ben, puisqu'il est aussi spécialiste des questions africaines, si je ne dis pas de bêtises, Oui. je vais peut-être l'interroger sur, pour changer un peu de sujet, sur quelque chose qui était dans le programme de la France Insoumise, qui me semble être intéressant, mais qui n'a pas été suffisamment assez souligné. C'était l'idée de refaire vivre cet espace de la francophonie dans le monde. Voilà, est-ce qu'il a un avis sur ce sujet? Qu'est-ce qu'il en pense? Et puis comment il voit l'idée d'un partenariat peut-être des pays autour de l'arc méditerranéen, où je trouve il y a des inspirations intéressantes. Nous, on a des liens avec la Tunisie par exemple, ce qui s'est passé autour de la révolution tunisienne. Bah, c'est pas une question très précise, mais ça m'intéresserait d'avoir un point de vue sur cette démarche-là, dont on parle assez peu souvent, je trouve, et pas suffisamment en tout cas. Eh bien merci, on lui transmettra la question. Merci.